Élise? Élise, t'es où? Élise? Ça s'entend? Élise? Oui, oui. Et tu sais quoi? C'est pile poil l'heure de la transition entre les ateliers. Ok. Voilà. Bon, Donc super. une petite pensée donc, pour tous les intervenants là, qui viennent de terminer. Et puis pour tous ceux qui vont commencer le leur, on leur envoie toutes nos ondes positives. Et puis on vous invite, vous, les fabricants du changement, à aller les rencontrer en fonction de vos envies. Mais vous pouvez aussi rester avec nous pour la suite des conférences, évidemment. Bah, pourquoi tu te marres, toi? Non, mais c'est cette sonnerie de réveil, en fait, ça me fait penser à mon rêve de cette nuit. Pourquoi t'as rêvé de Bradley Cooper? Non, 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 mais c'était mieux que ça, tu vois. En fait, dans mon rêve, j'avais plus de chef. Et franchement, c'était canon, quoi. On faisait ce qu'on voulait, il n'y avait pas de hiérarchie, on se marrait bien et en même temps, on était efficace, quoi. Donc c'était cool, tu vois. Il y avait quand même un petit air de libéré, tu vois. Exactement, tout à fait. Mais bon, c'était un rêve, quoi. Non, mais tu sais que c'est possible, ça. Une entreprise comme sans chef, comme tu dis. Ça, si. Mais dans la vraie vie, ça fonctionne. Ah oui. Mais ça ne s'invente pas. C'est comme Ah, tout. ouais. Ouais. Donc il y a des principes clés pour mettre en place une organisation horizontale. Et je te propose du coup d'accueillir Johan Sarels, l'un des fondateurs de l'organisation Z, qui accompagne les entreprises à se transformer en organisation libérante. Et il est venu aujourd'hui nous expliquer tout ça. Super. Bienvenue Johan. À toi, Johan. Merci. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici présent devant vous pour partager un peu ce qui m'anime et ce qui me passionne. Je vais vous partager un peu mon histoire, mon expérience, et je vais essayer de répondre à quelques questions qu'on peut se poser sur quels sont les grands principes qui me permettent de fonctionner de cette façon, et aussi quels sont les risques, les écueils, les confusions qu'on a l'habitude de faire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais essayer aussi de faire en sorte que cette conférence soit un peu collaborative et interactive. Et donc j'utilise une petite application qui s'appelle Slido, et vous pouvez aller sur slido.com, remplir le code S880, et vous allez pouvoir poser vos questions et répondre également à un petit sondage que j'ai mis en ligne, et on verra les résultats à la fin de cette conférence. Voilà. Posez vos questions, c'est simple, vous pouvez liker les questions des autres. À la fin de la conférence, je vais voir les questions qui ont été les plus likées, et je prendrai le temps pour répondre à 2-3 questions, celles qui sont les plus ressorties comme les plus pertinentes. Voilà. Alors, moi j'ai commencé, en fait, j'ai une formation d'ingénieur, j'ai travaillé 3 ans en tant que consultant dans l'informatique, et j'ai créé à 26 ans Vertical. Vertical, c'est un studio qui est basé juste ici à la Pleine Image, dans le bâtiment d'en face. Et on développe du jeu vidéo, des applications ludiques, du serious game, de la réalité virtuelle, pas mal de choses. Et cette expérience d'entrepreneur, ça a été un peu mon laboratoire d'expérience aussi pour tout ce qui va être organisation d'entreprise, parce qu'on s'est créé avec un modèle classique, j'ai envie de dire, ce que j'avais toujours vu. Et en 2015, on a transformé totalement la façon dont on fonctionnait. Et c'est aussi sur cette expérience que je m'appuie et que je vais vous partager aujourd'hui. Cette expérience m'a amené à plusieurs choses. Ça m'a amené aussi à écrire un livre qui s'appelle Organisation Z. C'est un livre dans lequel on a mis un peu les bonnes pratiques qu'on avait identifiées. Et ça m'a amené aussi à lancer un nouveau projet entrepreneurial. Et là, je me suis associé avec Mathieu et Claire pour lancer une nouvelle entreprise, Organisation Z. On reste cohérent sur le nom, qui a pour but d'accompagner justement ces entreprises. Je vais vous présenter une petite vidéo d'1 minute. Alors ça permet, il y en a beaucoup qui ont certainement déjà vu, mais ça permet à tout le monde de se remettre un peu au même niveau sur comment les grandes définitions de ce qu'est une entreprise basée sur la confiance. Et dans l'entreprise basée sur la confiance, il y a j'entends les entreprises libérées, les entreprises horizontales ou les entreprises automanagées. Il y a plusieurs façons de les décrire. Mais en 1 minute, vous allez avoir un petit résumé qui va permettre à tout le monde de partir sur le même niveau. Alors, c'est une petite intro qui me permet de présenter les grands piliers de ce que sont ces entreprises libérantes, ces entreprises horizontales, et parce qu'il y a beaucoup de confusion, parce que des personnes utilisent peut-être à mauvais escient ce terme entreprise libérée. Je vais revenir sur les 3 fondamentaux, qui sont l'automanagement,
Wellness, qu'on peut traduire par l'intégrité, et Purpose, qui se traduit notamment en français, mais pas seulement par la vision. Et je vais commencer par ça. La vision, c'est vraiment ce qui permet à tous de travailler ensemble dans la même direction. Et une entreprise sans chef, sans manager, ça nécessite quand même de créer un cadre qui nous permet tous ensemble d'avancer dans une direction commune. Et cette vision, elle doit être co-construite avec les individus, elle doit être partagée, elle est surtout évolutive parce que c'est quelque chose qui évolue en fonction de notre environnement, en fonction des personnes qui rentrent ou qui sortent de l'entreprise. Et cette vision nous indique comment on avance, vers où on veut avancer, mais on a besoin d'avoir quelque part des bonnes pratiques, des méthodes, une façon de faire. Et ça, je le mets sous le nom de culture d'entreprise. Et dans la culture d'entreprise, c'est vraiment tout ce qui va nous permettre de travailler efficacement et de collaborer ensemble. Et c'est quelque chose qui est important dans ces entreprises-là parce que ça va nous permettre de définir par exemple des valeurs sur lesquelles on va s'appuyer pour prendre des décisions. Ça va nous permettre de définir des façons de travailler ensemble, des façons de collaborer, des routines, des façons de faire nos réunions, mais vraiment des choses qui sont propres à l'entreprise, propres au métier, et qui permettent de travailler efficacement. Et cette culture d'entreprise, c'est quelque chose qui est essentiel dans ces organisations-là. C'est un point globalement qui est assez connu, et ça c'est quelque chose que les entreprises ont l'habitude de faire, travailler sur leur vision, travailler sur leur culture d'entreprise, même si là ça doit être adapté au monde des entreprises libérantes. Le point qui est plus difficile à travailler, c'est l'automanagement. À partir du moment où on supprime la hiérarchie, on se retrouve à devoir s'autogérer. Et il y a une grande différence entre mettre en place de l'automanagement au sein d'un groupe et travailler en autonomie. Moi, j'ai souvent des personnes qui viennent me dire « Oui, dans mon entreprise, on travaille déjà un peu de façon libérée et je laisse beaucoup d'autonomie à mes équipes. » C'est très différent de laisser des équipes une certaine autonomie et faire un système qui s'autogère. Parce que dans la notion on laisse l'autonomie, c'est on laisse l'autonomie mais au service d'objectifs qui sont peut-être définis cette fois-ci par la hiérarchie, où on laisse une autonomie dans un certain cadre et c'est difficile de sortir de ce cadre-là. Dans l'automanagement, on doit savoir prendre des décisions déjà à titre individuel mais aussi au niveau du collectif. On doit savoir échanger des informations, on doit savoir gérer les tensions, les conflits qui naissent. Et ça, c'est toutes des choses qui ne sont pas innées non plus et qu'on n'est pas formé à gérer ça. Alors pour voir sous un autre angle, je vais utiliser deux schémas qui sont deux caricatures un peu. Ici, ce que vous voyez, c'est la caricature d'une entreprise plus traditionnelle avec des niveaux hiérarchiques. Même si aujourd'hui les organisations sont assez complexes, on retrouve souvent en fait au moins une organisation avec quelques niveaux hiérarchiques. Et dans ces organisations, généralement la quantité d'informations, les informations importantes sont détenues par ceux qui sont en haut de la pyramide. Et plus on descend dans cette pyramide, moins on a accès à l'information dans l'entreprise, ou en tout cas on a accès à des informations qui sont parcellaires ou juste à une partie des informations. Et ça ne permet pas de prendre des décisions à son niveau, parce que si je n'ai pas une vision globale de comment fonctionne l'entreprise, comment je peux prendre des décisions. L'autre point important, c'est que ces strates, cette façon de gérer avec des touches de management intermédiaires, ça crée des filtres. Et en fait, les décisions sont souvent prises du coup par le haut de la pyramide, sont filtrées par les managers et descendent en bas. Et ça va créer aussi des filtres quand l'information va devoir remonter du terrain, et quand elle remonte en haut de la pyramide, elle est souvent altérée. Il y a un peu un effet téléphone arabe, avec l'information qui descend en haut et qui est filtrée et qui est déjà mal comprise peut-être par les équipes opérationnelles. Et quand les informations du terrain remontent, on constate que en haut de la pyramide, généralement, elles ne sont pas comprises de la même façon. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et c'est sur cette base c'est là-dessus que je me suis dit, mais comment on peut fonctionner différemment? Et c'est là où j'ai découvert d'autres modèles. Les modèles qui fonctionnent de façon en auto-management, c'est des modèles où on ne travaille pas seul, ce n'est pas un truc anarchique où chaque individu fonctionne seul dans son côté. C'est généralement des équipes ou des cercles qui travaillent de façon autonome, en tout cas plus ou moins autonome. Et cette fois-ci, l'information, elle est partagée par tous. On met l'information, elle est au cœur de l'entreprise et elle doit être accessible à tout le monde. C'est-à-dire que toutes les informations de l'entreprise sont transparentes en interne. N'importe qui peut avoir accès, ou en tout cas peut demander l'information et avoir accès à ça. Et ça permet à chacun de pouvoir prendre des décisions. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel et qui est souvent peu connu, ou en tout cas qui est souvent très peu appliqué. L'autre point important, c'est que
les décisions ne sont pas prises par du tout un leader, un chef ou des strates intermédiaires, les managers. Elles sont prises au niveau des individus. Alors c'est soit généralement des décisions qui sont prises entre les équipes, au sein des équipes projets, ou alors qui peuvent être prises entre ces décisions qui peuvent être aussi concertées. Donc ça peut être des groupes qui se mettent ensemble d'accord, et ça peut être aussi des décisions qui sont prises à l'échelle des individus, bien sûr. Voilà. Donc il y a plusieurs niveaux auxquels on peut prendre des décisions. Mais vraiment, ce fonctionnement est pas naturel et c'est quelque chose qui est souvent difficile à mettre en place. La prise de décision, c'est quelque chose qui aussi n'est pas inné. En fait, la fonction principale, généralement, d'un chef d'entreprise, ce qu'on lui demande, c'est de prendre des décisions. Et on est un peu perdu quand on n'a plus ce chef qui prend des décisions à notre place ou au niveau de l'entreprise. Et ça, ce qui est important dans ces entreprises auto-gouvernées ou horizontales, c'est de mettre en place des processus de prise de décision qui soient très clairs, très codifiés, très clarifiés, pour que chacun puisse, s'il veut prendre une décision, savoir comment il doit faire. Et là, je vous recommande 2 processus que je ne vais pas pouvoir vous détailler là en 20 minutes, qui sont l'advice process, un prise de décision par sollicitation d'avis ou par prise de conseil, et le processus de prise de décision par consentement, qui est issu de la sociocratie et qui permet de prendre des décisions au sein d'un collectif. Et vraiment, le fait d'intégrer, de formaliser et d'imposer quelque part ces modèles de prise de décision, ça change aussi beaucoup la culture de l'entreprise et la façon dont les gens travaillent. Si je peux prendre des décisions, je peux prendre des initiatives, je peux mettre en œuvre ce que je veux faire. Et ça, c'est vraiment très important. Pour traduire ça encore d'une autre façon, en synthèse, on pourrait dire que l'automanagement, c'est des individus autonomes qui s'organisent en équipe pour mener à bien des projets. Et ça, c'est une définition qu'on pourrait dire qu'est-ce qu'une entreprise libérante ou qu'est-ce qu'une entreprise horizontale. On pourrait la traduire comme ça. Le troisième pilier, dont j'ai parlé du purpose, donc on va dire la vision, j'ai parlé de l'automanagement. Le troisième pilier, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est quelque chose qui est... je vais vous lire la définition parce que la définition est souvent méconnue. L'intégrité est la conformité première à être conforme à ce que l'on est réellement. L'intégrité, c'est la conformité à soi-même. L'intégrité, c'est aussi l'absence de mauvaises intentions. En parlant du caractère intègre d'une personne, ce mot fait référence à son honnêteté. Ce qu'on entend, nous, dans l'intégrité, c'est vraiment la capacité à chacun d'être soi-même, d'être honnête, d'abord envers soi-même et puis ensuite envers les autres. Et c'est vraiment quelque chose qui doit être présent partout, à tout le niveau de l'entreprise. C'est ce qui va nous permettre de partager, d'échanger librement entre nous, de partager des informations. C'est ce qui va nous permettre de se faire confiance. Quand des personnes vont prendre des décisions, on va leur faire confiance pour qu'elles prennent la meilleure décision possible pour la boîte. C'est ce qui va nous permettre de travailler ensemble. Et c'est ce qui manque, je pense, cruellement dans beaucoup d'entreprises, où des personnes, on a vu notamment la conférence La Plénière ce matin, où on doit prendre un masque, on doit prendre un rôle, où on joue un autre rôle que ce qu'on est réellement. Nous, ce qu'on demande à chacun quand la personne arrive dans la boîte, c'est de venir comme elle est à la maison. C'est un peu comme un McDo, c'est venez comme vous êtes. C'est pareil chez nous, c'est venez comme vous êtes, et soyez vous-même surtout. Et c'est ce qui est vraiment important. Pour que ça fonctionne forcément dans un collectif, comme ça, il faut qu'on partage des valeurs, les mêmes valeurs. Et c'est là où le recrutement, ou comment on choisit ses collaborateurs, c'est essentiel. C'est est-ce que cette personne partage les mêmes valeurs que nous? Est-ce qu'elle veut aller dans la même direction que nous? Donc est-ce qu'elle partage quelque part un peu notre vision? Ou est-ce qu'elle peut s'intégrer dans cette vision? Et est-ce qu'elle est aussi prête à fonctionner avec nos méthodes, notre façon de faire? Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Dans ce type d'organisation, on va fixer quelques règles, un cadre de travail qui va nous permettre de travailler, mais on va surtout fixer un cadre qui va nous permettre de mener à bien nos projets, et on va se concentrer sur ce qui fonctionne. Il y a quelque chose qu'on appelle dans l'entreprise le management des 3%. Je veux dire, 75% des règles dans une entreprise sont dédiées à 3% des gens qui pourraient être malveillants, contre-productives ou inefficaces. Et donc on va se concentrer pour essayer de cadrer ces personnes qui ne veulent pas travailler dans la même direction que les autres. Et on va fixer des règles. Et les règles vont s'accumuler petit à petit. Et on se retrouve avec des entreprises et des organisations très compliquées où on va commencer à contrôler sur le qui contrôle. Enfin, on n'arrête pas de se contrôler. Et au final, ça c'est ce que j'appelle, nous, dans la catégorie management 3%, c'est qu'on va vraiment se dédier à ce qui ne fonctionne pas. Nous, dans ce type d'organisation, on se concentre sur ce qui fonctionne. Donc on va se concentrer sur les 97% restants, comment on peut fonctionner pour avancer réellement. Et on va mettre notre énergie là-dessus.
Si jamais on se retrouve de temps en temps à devoir gérer des problèmes, parce que c'est pas tout rose et tout ne va pas à 100%, eh ben on va gérer ces tensions une à une. Ça peut être des conflits avec des personnes, on va gérer les conflits. Donc en interne, on se forme à gérer les conflits. Notamment, on forme les personnes à la CNV, la communication non violente, qui permet de donner des outils et des méthodologies efficaces pour comment on peut gérer nos conflits entre nous. Et on va gérer à chaque fois ces conflits, ces tensions, on va essayer de les gérer au niveau des individus ou au niveau des équipes projets, sans pour autant définir des règles et des choses qui contraignent toute l'entreprise. Donc ça, c'est important vraiment de se concentrer et de partir du principe et du prérequis que l'homme est bon, qu'il faut se faire confiance, et c'est même pas il faut qu'on se fasse confiance, c'est qu'on se fait confiance. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est essentiel. C'est quand on avance et quand on veut avancer correctement, et ben, partons du principe que tout va bien se passer, et ensuite on voit ce qui peut arriver. Alors vous allez me dire à quoi ça sert l'entreprise si on n'a plus ce cadre de travail, ces règles formelles qui nous permettent de fonctionner. Pourquoi on ne peut pas simplement travailler en tant qu'individu? Quel est l'objectif quelque part de l'entreprise? L'entreprise est vraiment là pour donner un cadre de travail optimum, pour nous aider. Parce que si on fonctionne avec plein d'individus, il va nous manquer des choses. Il va nous manquer des outils pour collaborer ensemble, il va nous manquer des lieux pour se réunir, il va nous manquer ce que j'appelle la culture d'entreprise, donc des façons, des routines, des choses qui nous permettent de bien travailler ensemble. Et donc, tout le cadre, toute l'entreprise va être là pour fournir un cadre de travail optimum. Et on va moi, en tant que cofondateur, maintenant, je me consacre beaucoup d'énergie à fournir ce cadre de travail aux gens, quoi. Mais je ne me consacre pas à gérer les problèmes ou à prendre des décisions à la place des autres. Pour vous donner un autre éclairage, c'est quelle est la journée type de quelqu'un dans ce type d'organisation. On est multicasquette en fait dans une entreprise de ce type, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs rôles en fonction des projets sur lesquels on est impliqué. On n'est pas monoprojet, on n'est pas monocasquette, on n'a pas une mission prédéfinie, voilà. Et ça change aussi par rapport à beaucoup d'entreprises où on démarre avec une fiche de poste précise, avec des objectifs, avec des choses précises à faire. Nous, les gens sont libres de s'impliquer dans les projets qu'ils veulent. Et donc, ils peuvent avoir au sein de l'entreprise, au sein du collectif, plusieurs rôles, plusieurs casquettes. Et donc, ils vont jongler comme ça en fonction des priorités qui pensent être les importantes pour eux. Et ils peuvent avoir plusieurs métiers au sein de la même journée, au sein de la même semaine dans l'entreprise. Voilà. Alors, je vais regarder un peu les réponses. Alors, apparemment, mon slide n'est pas à jour, parce que ça ne s'est pas connecté. Ou alors, personne n'a répondu au sondage que j'avais mis en ligne. C'est peut-être ça. Alors, j'ai pas de réponse au sondage, mais c'est pas grave. Ah si, ça commence à répondre au sondage. Donc, on a pour l'instant 3 personnes qui ont répondu à 100% que j'y crois, j'expérimente. Donc, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui soit n'y croient pas, soit ne souhaitent pas répondre. Et je vais prendre quelques minutes, là, les 2-3 minutes qui me restent, pour répondre aux questions qui sont un peu ressortir. Alors, la première question que je vois, c'est la transparence, mais jusqu'où? Pour nous, tout est transparent. Ça va jusqu'au salaire, ça va tous les chiffres, la compta, ce qu'il y a sur le compte en banque. Voilà, toutes les informations sont transparentes en interne. On essaie de faciliter l'accès. Alors, c'est pas facile d'avoir accès tout le temps à toutes les informations parce que forcément, on a chacun nos métiers, donc on ne peut pas aller dans le détail partout. Mais si on a besoin d'une information, on peut demander à la personne et elle va nous donner les éléments pour accéder. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important, c'est de donner vraiment un accès complet. Et je pense que, alors, je vais dire 100%, mais on n'est peut-être pas à 100%, mais 99% des informations sont transparentes. Le 1%, c'est sur quelques process internes. On n'a peut-être pas besoin que tout le monde soit au courant au début, mais c'est vraiment quelque chose qui est infime en interne. Autre question, le modèle de l'entreprise libérée commence à être dépassé. On parle maintenant d'entreprise altruiste. Qu'en pensez-vous? Alors, il y a plusieurs noms sur ces entreprises libérées. On appelle l'entreprise libérante, libérée, altruiste. Je ne peux pas prendre 20 minutes pour vous expliquer un peu la théorie des évolutions d'entreprises là. Il y a des modèles si vous vous intéressez sur comment évoluent les entreprises. Frédéric Laloux en parle bien. Il y a aussi la spirale dynamique qui permet de comprendre un peu l'évolution des organisations. Je pense que le terme en fait va évoluer. On appellera peut-être plus ça entreprise libérée après. Mais cette dynamique d'avoir des entreprises où on va dans un premier temps essayer, puis à terme, j'espère, au fur et à mesure, supprimer ces liens hiérarchiques qui ne fonctionnent pas souvent entre nous.
Je pense que c'est quelque chose qui est amené à durer, à perdurer, à se développer énormément. Je ne pense pas que ça soit quelque chose qui est dépassé, même si on en parle peut-être un petit peu moins dans les journaux actuellement. Et je vais répondre à la dernière question qui a été likée. Une entreprise horizontale qui s'appelle verticale, n'est-ce pas un paradoxe? Tout à fait. C'est pas choisi, c'est vraiment complètement fortuit. C'est ce que j'ai dit quand j'ai lancé ma boîte verticale. J'ai pas lancé seul déjà. On ne pensait pas du tout à comment on allait s'organiser. Les questions d'organisation se les posent quand on attend des seuils critiques. Je pense que c'est à partir de 10-15 personnes qu'on se pose ces questions. Et donc oui, vertical, il faudrait peut-être le renommer en horizontal. Voilà. Je ne vais pas avoir le temps de répondre à toutes vos questions parce que là, les 20 minutes arrivent. Ce que je propose, c'est que s'il y en a encore qui veulent échanger, je vais me mettre quelque part là derrière où on ne va pas gêner, puis je pourrai échanger et répondre aux différentes questions qui commencent à émettre. Et juste la dernière question pour conclure, parce que je vois qu'elle est remontée en 5. Comment se fait la gestion des priorités? La gestion des priorités, ça se fait d'abord à une échelle individuelle. Chaque individu définit ses priorités à lui, qu'est-ce qu'il considère comme important, non pas pour lui parce qu'il ne va pas réfléchir avec son ego, mais pour l'entreprise. Donc c'est à chacun déjà de définir, et donc c'est comme ça qu'émergent les priorités. Et ensuite, quand il y a des tensions, des choses qui émergent, parce qu'on sent qu'il y a des sujets, business, vs projet fun interne par exemple, qui ressortent et qui ressortent, et ben c'est des discussions qu'on va avoir collectivement et on va essayer de replacer les curseurs. Mais en tout cas, c'est plus des échanges qui sont entre nous, mais vraiment les priorités sont gérées au niveau des individus. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous souhaite une bonne continuation.